Est-ce que le son est clair? Le son et le diapo. Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Donc, toujours dans le transport actif, donc le premier type, c'est la pompe sodium-potassium. C'est la plus importante dans la cellule. Il y a un autre type qu'on appelle les transporteurs ABC. C'est la plus vaste famille de transporteurs membranaires. On a pratiquement une cinquantaine. Okay. Donc, deux domaines hydrophobes, sites de reconnaissance du substrat. On a deux domaines de liaison avec ATP. Donc, ils consomment de l'énergie de l'ATP. Donc, ils peuvent fixer les molécules d'ATP. Et elle est spécialisée dans l'import et export d'une grande variété de substrats. Les ions, les xynobiotiques, qui les médicaments, etc. Ils sont abondamment exprimés dans le foie et les intestins et les reins. Parce que les cellules du foie et des reins sont des cellules qui vraiment ont besoin c'est-à-dire de faire passer plusieurs molécules et donc je répète, donc deuxième type, c'est les transporteurs ABC. Donc c'est une grande famille. Donc on les trouve très abondamment dans les cellules du foie et le rein et les intestins. Parce que le foie, c'est un organe de nettoyage, de détoxification. Donc, le foie, c'est un organe c'est-à-dire très important dans tout ce qui est métabolique dans notre corps. Les reins, leur fonction d'épuration et excrétion, ça veut dire ils sont obligés de filtrer pratiquement toutes les molécules présentes dans le sang. Et les intestins aussi, parce que c'est le tube digestif, on doit transporter toutes les molécules, tous les nutriments, c'est-à-dire trouvés dans nos aliments, du côté intestin vers le milieu intérieur qui est le sang. Donc, pourquoi s'intéresse-t-on à cette famille de transporteurs? Parce que plusieurs maladies sont associées à une altération d'un transporteur. Maintenant, en médecine, ils ont trouvé que beaucoup de maladies, c'est-à-dire qu'on a ignoré déjà les causes, beaucoup de maladies sont causées par des défaillances de fonctionnement, ce qu'on appelle dysfonctionnement de récepteurs, malheureusement, ou de transporteurs de molécules. Par exemple, la chimiorésistance de certaines tumeurs sont dues à une surexpression d'un transporteur de famille ABC, qu'on appelle le MDR1, qui excrète les xynobiotiques, médicaments. Ça veut dire ce transporteur excrète, il charge le médicament de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. C'est comme si on n'a pas pris le médicament, malheureusement. Ce qu'on appelle la chimiorésistance, parce que pour la chimiothérapie, on utilise des xynobiotiques. Les médicaments, c'est quoi? C'est une molécule xynobiotique qui est destinée pour lutter contre un type de cancer. C'est normal. Donc, l'accumulation cellules tumorales sensibles à le médicament. Le médicament, normalement, leur destination, c'est-à-dire il va être à l'intérieur de la cellule. Ça veut dire c'est-à-dire contrer la cellule tumorale. Mais certaines cellules cancéreuses ont un type de transporteur de cette famille ABC, c'est-à-dire le patient prend le médicament par chimiothérapie et ici les cellules tumorales vont excréter, c'est-à-dire le médicament de la cellule vers l'extérieur. Donc ici le cancer va persister. C'est-à-dire il y a une excrétion de médicaments par ces deux types de récepteurs ou de transmembranes, c'est-à-dire de protéines transmembranaires. C'est quoi le type? Le schéma présente un type de cette famille, c'est-à-dire qui fixe des molécules, c'est-à-dire c'est des protéines spécialisées pour
transférer par exemple des médicaments ou des molécules xénobiotiques. Elle fixe, c'est-à-dire la première phase, c'est la fixation. Elle se fixe sur la membrane cytoplasmique. Elle déplace latéralement, ce qu'on appelle le basculement, en hydrolysant l'ATP. On bat le déplacement et la libération de l'extérieur de la cellule. Cette molécule, elle déplace les quelques molécules, supposant des médicaments. Donc, le modèle de transport MDR1, on le trouve chez certaines cellules cancéreuses, et ces cellules cancéreuses vont excréter certains médicaments. OK? Donc, il n'y aura pas un effet de médicament. Le diapo suivant, à la brochure 3. Donc, il résume aussi le transport actif secondaire. Ça veut dire quoi? Transport actif, c'est-à-dire par un gradient d'ion. Ce qu'on appelle comme un cotransporteur. Je fais le schéma. Le sympore, le unipore et les antipores. OK? Soit le sympore. Le sympore, ça veut dire, pour faire entrer la molécule A, la molécule B. Donc, on doit cotransporter la molécule B avec la molécule A. Dans le même sens. Ça veut dire que c'est un sympore. Mais des fois, on a besoin de inverser le sens d'entrée et sortie pour un des deux molécules. Si on fait entrer la molécule A, on doit sortir la molécule B. Par exemple, il va faire sodium ou potassium. Donc ici, c'est un antipore. Okay? Le transport de B, énergétiquement défavorable, utilise l'énergie de transport d'une autre molécule, énergétiquement favorable. Ça veut dire qu'on va consommer de l'énergie pour transporter la molécule A. Cette énergie, elle sera aussi utilisée pour transporter la molécule B. OK? Un autre exemple de transport actif, c'est les transporteurs ou les pompes à protons, H+. H+, ça s'appelle aussi un proton. Le proton, c'est indispensable dans la détermination de l'équilibre acido-basique à l'intérieur de la cellule. Donc, le transport actif de protons par la pompe à protons, elle va former un gradient de différence de concentration, c'est-à-dire beaucoup plus le proton, parce que des fois, il est considéré comme un déchet des voies métaboliques. Et d'un gradient électrique et pas d'autre de la membrane. Donc, c'est quoi le rôle de cette pompe? C'est que toujours, on doit garder la concentration du proton, c'est-à-dire l'hydrogène plus, à l'extérieur de la cellule, plus élevée qu'à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois que vous accumulez le proton, vous allez augmenter l'acidité. Okay? Donc, le cotransport, il s'effectue avec le saccharose. Ça veut dire nous le proton, nous le saccharose. Bon, le tableau HADA, c'est très important. Il faut l'apprendre. OK? C'est un tableau comparatif. Donc, vous pouvez comparer les deux types de transport actifs, c'est-à-dire on a toujours fait l'actif, transport actif contre cotransport. OK? Le transport actif nécessite d'une protéine spécifique, oui. Il faut des protéines pour faire le transport actif. Il faut le cotransport. Cotransport, ça veut dire la deuxième molécule. Nécessite aussi une protéine spécifique. OK? La solidité transportée contre son gradient. Oui, parce que c'est un actif. Mais d'un transport actif, donc, il est contre le gradient. Il s'effectue contre le gradient de la molécule. Et le cotransport aussi, oui. Il s'effectue contre le gradient. Couplé à une hydrolyse d'ATP. Le transport actif, oui. Ou des fois, le cotransport, non. Parce que des fois, je peux la molécule A, il suffit de corriger la molécule B, sans consommer de l'énergie. OK?
permis le déplacement d'un ion co-transporté dans le sens de son gradient. Non, parce qu'une seule molécule. Alors que le co-transport, oui, parce qu'il y a deux molécules. OK? Exemple de molécules transportées par le transport actif, comme les ions, comme le potassium, sodium, les petites molécules, comme les médicaments, les hydrophiles, لازم تكون hydrophile, hydrophile parce que déjà راهي في الcytoplasme, et certains lipides. وفي الكو-transport عندكم الجلوكوز, certains acides aminés et saccharose. OK? Donc c'est un tableau qui compare le transport actif avec le co-transport. OK? Maintenant, en biochimie cellulaire, comment on étudie la fonctionnalité des protéines de transport? Premièrement, il faut, c'est-à-dire prendre en considération 3 points essentiels. Le premier point, c'est la solubilisation des protéines intrinsèques, parce que il faut isoler ces protéines. Les protéines, pour les extraire de la membrane cytoplasmique, il y a un protocole de solubilisation pour extraire cette protéine, séparer la protéine transportrice de la membrane cytoplasmique. Donc, le premier facteur, c'est la solubilisation des protéines intrinsèques. Deuxième point à prendre en considération, c'est la purification de la protéine de transport. Par exemple, là, c'est la molécule, c'est la protéine transportrice du glucose. Purification, c'est-à-dire on doit les extraire, c'est-à-dire isolement à 100%. On soit sûr qu'il s'agit vraiment de cette protéine transportrice. Et l'incorporation de la protéine transmise dans les liposomes. Parce que certains, c'est-à-dire comment on fait ça au labo, ils peuvent extraire cette protéine et l'intégrer dans un liposome. Comme un liposome, ou c'est quoi un liposome? C'est une vésicule, membrane cytoplasmique vésiculaire, qui contient le transporteur de glucose. C'est-à-dire, au labo, c'est-à-dire vous pouvez isoler la protéine qui transporte le glucose dans un liposome. Ça veut dire qu'il y a un liposome riche en transporteurs de glucose. Donc, solubilisation, c'est-à-dire on utilise des agents qui solubilisent la membrane cytoplasmique. Purification par rapport en utilisant des détergents qui captent cette molécule visée. Comme les phospholipides, on fusionne pour incorporer la molécule visée transportrice dans un liposome. Et comme ça, au labo, on peut séparer ces molécules de transport. Bon, il faut garder en tête qu'en transport actif, comme le primaire et le secondaire, je répète, primaire, secondaire. Le primaire fourni par l'hydrolyse d'une molécule d'ATP. Il faut consommer de l'ATP pour transporter des molécules. Les cas les plus connus, c'est les pompes sodium-potassium et les pompes ATPase de protons. OK? Secondaire, ça veut dire les transports actifs secondaires, l'énergie est fournie par le co-transport. Comme un co-transport, comme une autre molécule d'un solide suivant son gradient de concentration. On distingue le sympore et l'antipore. Donc, ça, c'est un résumé du transport actif. وهذا هو الشيما شفته في البروشير نيميرو 3. Voilà, اللي شفناه في البروشير نيميرو 3. Deuxième schéma, كيف. Vous le trouvez في la brochure 3. Donc, il résume tout. Donc, pour la cellule, il n'y a pas uniquement le transport vésiculaire. OK. Donc, le point de transport vésiculaire, كامل, vous allez voir des diapos. Les diapos, vous les trouvez dans la brochure 3. OK. Tous les schémas.
Tous les schémas sont disponibles sur la brochure 3. Donc, vous prenez des notes, essayez de comprendre. Donc, pour le transport membranaire, donc la membrane cytoplasmique, elle peut transporter aussi quoi? Des particules plus grosses par un autre type de transport. Vous le connaissez, c'est le transport vésiculaire. C'est-à-dire, on utilise les vésicules. OK? Et les vésicules sont assurés, c'est-à-dire, sont spécialisés dans le transport des particules. Ça veut dire, maintenant, on parle d'un poids moléculaire très élevé. Sont trop grosses pour franchir les membranes. Qu'il y a des molécules vraiment plus grosses. OK? On ne peut pas franchir la membrane cytoplasmique par des transporteurs membranes, ni par le transport passif, ni par le transport actif. On ne peut pas. Donc, il y a le troisième mode, le transport vésiculaire. Leur transport va donc nécessiter des mouvements de la membrane plasmique pour évacuer ou la ingérer. Ingérer, ça veut dire endocytose, ou évacuer, c'est l'exocytose. OK? Évacuer, faire sortir, exocytose, ou ingérer, faire entrer, endocytose. L'exocytose, il s'agit d'une sécrétion-élimination des molécules présentes dans la cellule. Les substances sont enfermées dans des vésicules qui fusionnent avec la membrane et déversent leur contenu, par exemple les déchets, le mucus, les neuromédiateurs, les hormones, etc., dans le milieu extracellulaire. Formation et transport des vésicules sont des processus consommateurs d'énergie. La fusion nécessite une reconnaissance vésicule-membrane plasmique par l'intermédiaire des complexes, voilà, les complexes protéiques, VT-SNAR. Les VT-SNAR, ça veut dire quoi? C'est des molécules nécessaires pour que le transport soit effectué d'une manière correcte. Donc, en général, comme le cytosol, comme la molécule à exociter, voilà, c'est-à-dire vésicule d'exocytose, fusion de la membrane, parce que c'est des membranes plasmiques, la fusion elle est simple. Donc, en bas, c'est la diversion, c'est-à-dire l'excrétion de cette molécule. Donc, si le sens est inversé, ça veut dire on passe de l'exocytose à l'endocytose. L'endocytose, c'est pratiquement c'est le même protocole, mais le sens qui est inversé. Processus par lequel une cellule absorbe des particules ou des solutés en les englobant dans les vésicules par invagination. Donc la membrane va s'invaginer. Voilà, deuxième étape. C'est-à-dire, cette membrane plasmique va s'invaginer, cette invagination va conduire à une formation d'une vésicule d'endocytose selon les substances ingérées et leur taille. OK? Donc, voici les deux schémas de l'exo et l'endocytose. Dans l'endocytose, il y a un type qui nécessite un récepteur nécessaire ou spécifique pour la molécule visée. Par exemple, cholestérol. L'endocytose sélectif, ce qu'on appelle, elle vise une molécule qui nécessite des récepteurs membranaires spécifiques de la molécule à ingérer. Le complexe molécule-récepteur est alors endocyté. Donc, les récepteurs existent déjà sur la membrane plasmique. Par exemple, le cholestérol, la cellule animale capte le cholestérol grâce à un récepteur. Donc, elle capte le cholestérol par le récepteur et la zone, là où il y a le récepteur couplé avec son ligand qui est le cholestérol, cet endroit va s'invaginer. Donc, il va former une vésicule, ce qu'on appelle l'endosome. Endosome. Exemple, le cholestérol sanguin, il est transporté par cette façon. Le cholestérol est transporté selon l'endocytose par récepteur.
Le cholestérol sanguin est transporté dans le plasma associé à diverses molécules, ce qu'on appelle le LDL, le low density lipoprotein, qui est le HDL ou qui est le LDL. Ces LDL ne peuvent pas céder leur cholestérol à la cellule qu'après fixation sur des récepteurs spécifiques de la membrane plasmique. Il s'ensuit d'endocytose du couple récepteur LDL. Donc, si vous mangez des aliments riches en acides gras, les acides gras, ou les aliments riches en acides gras, ils contiennent beaucoup de cholestérol. Le cholestérol que vous allez manger, vous allez l'absorber par les intestins, donc il sera à l'intérieur du sang, il sera transporté dans le sang et capté par les cellules ou les cellules de foie. Donc, il sera capté par des récepteurs. Donc, il sera stocké dans les cellules. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il reste toujours à l'intérieur c'est-à-dire au niveau sanguin, parce qu'il va provoquer des problèmes d'équilibre entre les molécules différentes molécules de cholestérol. OK? Donc, qu'est l'endocytose ou qu'est la phagocytose? Donc, la phagocytose, c'est quoi la phagocytose? C'est un processus d'endocytose de particules de grande taille. L'immunité, par exemple les macrophages. Les macrophages ingèrent les bactéries et les débris cellulaires, ce qu'on appelle la phagocytose. C'est-à-dire macrophage endocyte une bactérie, dans ce cas, c'est la phagocytose des bactéries par les macrophages. OK? Ce qu'on appelle les phagocytes, parce que les bactéries sont plus grandes que les molécules et certaines molécules de grosse taille. Troisième type, donc comme l'endocytose, phagocytose et pinocytose. La pinocytose, c'est quoi? C'est l'ingestion de molécules en suspension prélevées dans le milieu extracellulaire, par exemple les gouttelettes lipidiques. C'est un phénomène fréquent chez la plupart des cellules. هذا تلقاو البينوسيتوز تلقاو en général في les cellules rénales et intestinales. C'est-à-dire la cellule capte des gouttelettes déjà dans le milieu extérieur. OK? Et les endocytes. En général, c'est les gouttelettes lipidiques. Si vous mangez du gras, le gras est dégradé par certains enzymes, et dans ce sens, vous avez des gouttelettes lipidiques. C'est un phénomène fréquent chez la plupart des cellules, aux cellules intestinales. Et voici un schéma de pinocytose. Pinocytose, vous avez à gauche des gouttelettes lipidiques. Donc, la membrane plasmique va capter cette gouttelette. Ce n'est pas une molécule, une gouttelette. Il va y avoir un début d'invagination, puis élongation de cette invagination jusqu'à la formation d'un canal. Hop, le passage de la gouttelette dans le cytosol et la récupération du canal par la membrane cytoplasmique, ce qu'on appelle la résorption du canal. Et quand s'il libère directement la gouttelette, hop, sont formés c'est pas un endocytose proprement dit, mais juste une élongation de la vagination. Sont formés des gouttelettes. OK, ou là des endosomes. Il n'y a pas une formation d'endosomes. Pour la pinocytose, nous n'avons pas une formation d'endosome. C'est un endocytose spécial pour les gouttelettes. En général, c'est les gouttelettes lipidiques. OK? Donc, il faut faire différence entre l'endocytose et l'exocytose et distinguer les trois types d'endocytose, parce que les endocytoses, qu'il y a une endocytose par récepteur, endocytose par phagocytose et endocytose par pinocytose. OK? Donc, en général, vous avez... Voilà. Il est 12h30. Donc, je passe à la brochure 3 pour vous montrer les différentes illustrations qui ont été mises dans cette brochure.
Voilà. Donc, la brochure هذه trois, c'est indispensable. Donc, لازم تقراوها totalement, entièrement. Voilà. Donc, تلقاو le transport actif, transport passif et le transport vésiculaire. Donc, généralité. Ici, comme l'exocytose avec schéma, l'endocytose avec schéma. Et vous avez aussi les endocytoses par récepteur. C'est le cas du cholestérol. Et la phagocytose et la pinocytose. Donc, c'est totalement. Donc, cette brochure 3, donc, vous trouvez toutes les informations nécessaires sur les transports membranaires, c'est-à-dire dans la première partie. Ok, il faut la télécharger et commencer à lire pour comprendre ces différentes notions. Donc, je reviens sur les diapos. Voilà. Donc, si on parle de transport transmembranaire, il y a un autre type de transport aussi, c'est ce qu'on appelle la sécrétion. La sécrétion s'effectue par formation des vésicules. Si on synthétise une protéine, cette protéine sera transportée, c'est-à-dire synthétisée au niveau du cytosol, en passant par toute la machinerie de synthèse protéinique, c'est-à-dire ribosome, réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, jusqu'à la sécrétion. Donc, la sécrétion, c'est l'appareil Golgi. Donc, on ne va pas aborder la synthèse protéinique parce que ce n'est pas l'objectif. Donc, l'appareil de Golgi, c'est l'appareil responsable de la formation des sécrétions, des différentes molécules qui ont été synthétisées. OK. Donc, le schéma suivant, voilà. Donc, le schéma suivant vous montre le mécanisme de sécrétion, c'est-à-dire ici, la sécrétion en général, c'est un mécanisme parfois régulé. Vous avez une sécrétion constitutive et une sécrétion régulée. OK? Ça veut dire ici, comme l'appareil de Golgi, l'appareil, c'est-à-dire comme la partie trans de l'appareil de Golgi, on va dire qu'on va plus tard, on va aborder l'appareil de Golgi, les différents constituants de l'appareil de Golgi. Donc, l'appareil de Golgi, sa face juste, c'est-à-dire en face de la membrane plasmique, c'est la partie trans, parce que on a un transport. Transport, ça veut dire responsable de la formation des gouttelettes de sécrétion. OK? Donc, l'appareil de Golgi, c'est elle qui va réguler ce transport vers une sécrétion constitutive ou la sécrétion régulée. Sécrétion constitutive, c'est-à-dire vous allez synthétiser, par exemple, une molécule qui va entrer dans la constitution d'un autre organe ou d'une autre cellule, etc. Ou la sécrétion régulée, ça veut dire régulée par une hormone. OK? Donc, une hormone régule, par exemple, un neurotransmetteur déclenche la sécrétion d'une hormone. Voilà. Donc ici, laisse me connaître comme un signal. Un signal pour que l'appareil de Golgi libère la gouttelette, la vésicule. Donc il y a des vésicules qui contiennent des éléments de constitution, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas un signal, mais d'autres vésicules de sécrétion nécessitent un signal de l'extérieur. Par exemple, une hormone qui donne l'ordre à une cellule de sécréter, par exemple, une telle, par exemple, molécule. Donc, comme deux types de sécrétion constitutive et sécrétion régulée. Okay.
Donc, les vésicules d'endocytose. Donc, les vésicules d'endocytose, c'est un phénomène actif, c'est-à-dire on va vous expliquer plus sur le phénomène d'endocytose qui a été abordé dans les diapos qui ont précédé le présent et qui a été détaillé dans la brochure 3. OK? Donc, les vésicules d'endocytose, c'est un phénomène où on va trouver quelques processus un peu différents parce que l'endocytose existe chez plusieurs types de cellules. Et dans ce cas, il y a certains mécanismes rencontrés dans ce phénomène qui reste toujours actif. Le vésicule d'endocytose, c'est un phénomène actif de captation de matériel extracellulaire. OK? Donc, ce phénomène actif capte des bactéries, des poussières, des lipoprotéines, des liquides, des solutés, etc. C'est un mécanisme rencontré dans toutes les cellules de l'organisme, sauf les globules rouges. Les globules rouges, il n'y a aucun rôle, aucune formation de vésicule d'endocytose. Ça n'existe pas. Permet aux cellules de se nourrir. Il y a des cellules qui ont besoin de nutriments. Ils captent les nutriments par endocytose pour se défendre dans le système immunitaire et maintenir leur homéostasie, c'est-à-dire garder l'équilibre des différents éléments, par exemple les ions, de part et d'autre de leur membrane cytoplasmique. Donc, la phagocytose, ça vient du mot phagine, manger, c'est-à-dire de grande taille. La pinocytose, c'est pinen, c'est-à-dire boire, c'est-à-dire il capte des gouttelettes. Et la pinocytose à manteau de clatrine, qu'on fera plus tard, c'est-à-dire c'est la pinocytose guidée par des récepteurs. OK? Et là, vous avez, voilà, les différents mécanismes d'endocytose. À gauche, c'est des images captées par la microscopie électronique, parce qu'ils sont en noir et blanc. Donc, les deux types, c'est des endocytoses. C'est un mécanisme d'endocytose, ou un mécanisme d'endocytose. Dans le cas, il n'y a pas besoin de récepteurs. Mais ici, il y a besoin de récepteurs. Les récepteurs, c'est même les clatrines. OK? Mais la différence, elle est où? C'est le poids. Donc, lorsque la molécule elle est plus grosse, donc c'est facile de la capter et de l'endocyter. Alors que s'il s'agit des molécules entre 100 et 150 nanomètres de diamètre, il faut qu'il y ait des molécules qu'on appelle des clatrines. Et voici qu'il y a une image vraie qui capte, c'est-à-dire une photo d'une macropinocytose, parce que la molécule elle est grosse, alors qu'ici c'est une vraie pinocytose à vésicule de clatrine. Les clatrines, c'est des récepteurs, c'est des protéines membranaires qui captent les molécules liquides. OK? Deuxième figure, vous avez les différents mécanismes d'endocytose. Voici un mécanisme non recouvert, donc vésicule non recouverte. Voilà une molécule de caviole. Voilà le schéma le plus, c'est-à-dire le plus gros d'un point de vue diamètre, c'est-à-dire c'est le cas des bactéries. Par exemple, un macrophage. OK? Donc, il y a beaucoup de types d'endocytose. Les différents types d'endocytose, comme la macropinocytose, la vésicule aclatrine, la vésicule non recouverte, les cavioles et la phagocytose. OK? Donc, 5 types, 5 mécanismes d'endocytose. OK? Donc, vous aurez ce schéma aussi. De toute façon, tous les schémas, vous les aurez. Parce que c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des problèmes?
Donc, je répète, il faut télécharger les brochures. S'il y a des anomalies, on discutera ça dans les cours, c'est-à-dire les cours en présentiel, à partir du 14 janvier. OK? Est-ce que vous avez trouvé les brochures sur le site? Monsieur, seulement les brochures, monsieur, mais le cours, non. Oui, تبداو بلي بروشير لي بروشير sont concernés par l'examen ومن بعد نشوفوا حنا والوقت وحنا والفوليوم. لو كان عندكم بلوس دو طون نزيد لكم، لو كان ما يكفيش الوقت اون غارد يونيكمون لي بروشير باسكو لي كونديسيون كما عم بالكم ماشكم كيما لي برومو اللي فاتوا. اوكي. D'accord, monsieur. Il faut درك لي بروشير سي لي بلوس امبورطون، لي بروشير لي بلوس امبورطون. Plus important, c'est les brochures. Toutes les brochures sont concernées par l'examen. OK? Donc, les différents mécanismes d'endocytose, comme la macropinocytose, la vésicule aclatrine, la vésicule non recouverte, la caviole et la phagocytose. Donc, je passe à une autre... voilà, la brochure 4. Je passe à la brochure 4. Voilà. Bon, la brochure 4, parce que la semaine prochaine, on va commencer le cytosquelette. Parce que le cytosquelette, c'est des structures nécessaires pour le transport membranaire. Okay? Il y a certains types de transport de gouttelettes, de vésicules, assurés par l'acheminement réalisé par les cytosquelettes. Donc, le cytosquelette, donc ça sera le prochain chapitre. On va le détailler dans 2 semaines. Nous avons 2 semaines pour couvrir tout ça. Donc, ça veut dire la brochure 4 contient l'essentiel de l'information concernée par les examens. Okay? Donc, quel est l'objectif de ce chapitre? C'est connaître la composition et le rôle du cytosquelette dans une cellule, connaître les 3 types de filaments du cytosquelette, leur diamètre et leur localisation respective, savoir distinguer les monomères fibreux et globulaires. Donc, c'est un système complexe, le cytosquelette, qui a une relation directement avec le transport membranaire. Ça veut dire quoi? On va aller doucement pour, c'est-à-dire avoir une idée claire sur les différents types de cytosquelettes ainsi que leur composition. Donc, la présentation du cytosquelette. Le cytosquelette, c'est lui qui garde la forme de la cellule. Sans cytosquelette, la cellule ne peut pas avoir leur propre forme. Okay? Donc, le cytosquelette, c'est quoi? C'est des protéines. C'est des protéines avec différents types de diamètre. Il y a 3 classes de filaments. Les microfilaments d'actine, le MFA, le code c'est le MFA. Le diamètre c'est 8 nanomètres. Les filaments intermédiaires, les FI, leur diamètre un peu plus large, 10 nanomètres. Et vous avez les microtubules les plus larges, les microtubules, les MT, jusqu'à 25 nanomètres de diamètre. Donc, le cytosquelette regroupe un ensemble de polymères fibreux. Les 3 polymères, les microfilaments d'actine, les filaments intermédiaires et les microtubules. Le farq بيناتهم, c'est le type de protéine et le diamètre. Regroupe un ensemble de polymères fibreux, cytosoliques et nucléaires, et de protéines associées. On va les détailler. Le chapitre est long.
et on va détailler tous les points. Joue un rôle d'un véritable squelette. Voilà, c'est un squelette parce qu'il garde la forme. On a la forme parce qu'on a le squelette osseuse. Joue un rôle véritable de squelette cellulaire en déterminant la forme des cellules, des organismes, du noyau et en participant beaucoup plus à la polarité des cellules. OK? La polarité, ça veut dire quoi? Le sens de transport par rapport à certaines molécules. Joue également le rôle d'une musculature cellulaire, donc elle garde la forme de la cellule, responsable du mouvement des cellules elles-mêmes. Donc les mouvements des cellules, l'origine, c'est le cytosquelette ou des composants cellulaires à l'intérieur des cellules. Donc le cytosquelette, vous avez 3 types. Donc pour la brochure 4, comme les microfilaments d'actine, les filaments intermédiaires à l'intérieur de la cellule, ou comme les microtubules. OK? Donc, c'est la répartition des 3 types de filaments. Parce que les microfilaments d'actine, en général, c'est-à-dire les extensions de la membrane cytoplasmique, par exemple les microvillosités des cellules intestinales, ou la périphérie de la membrane cytoplasmique. Tu vois la couleur bleue ici. Donc, les microfilaments. Les filaments intermédiaires, à l'intérieur de cytosquelette, à l'intérieur du cytosol, mais avec des points d'attache avec la membrane cytoplasmique. Mais les microtubules, des sites d'attachement avec la membrane cytoplasmique, mais ils déterminent le sens de la forme de la cellule ainsi que la polarité, le sens de déplacement des molécules à l'intérieur de la cellule. Donc, il faut garder ça en tête concernant la répartition des 3 types de filaments protéiniques de cytosquelettes et surtout dans les cellules épithéliales. Les cytosquelettes, on les trouve dans tous les cellules. OK? Donc, 2 types de monomères protéiques sont à la base des polymères fibreux, des cytosquelettes. Comme les monomères globulaires pour les microfilaments d'actine et les microtubules, ou comme les monomères fibreux pour les filaments intermédiaires. Globulaire, يعني جايين على شكل globule. وfibreux, يعني fibre. OK? مش كيف la forme. Globulaire, ça veut dire globule, sphérique. Alors, le c'est filament, qui m'a ça veut dire un filament, fil. Donc, les MFA et MT ont une nature globulaire et les filaments intermédiaires, les FI, sont des monomères fibreux. OK? Donc, il faut se garder ça en tête. Les éléments du cytosquelette existent sous 3 formes en équilibre dans la cellule: monomère libre, néosynthétisé ou issu de dipolymérisation, plus tard, l'origine de la formation des filaments, monomère, parce que c'est une protéine qui se répète. Quand tu fais le monomère, ça veut dire que tu fais la protéine. Polymère instable, car leur fréquence de polymérisation, dipolymérisation est élevée. Parce que les filaments, c'est-à-dire ils se disparaissent. Ils se disparaissent pas comme ça, c'est une dipolymérisation. Comme la chaîne, une chaîne fait 10 anneaux, mesdames les anneaux sont les uns par rapport aux autres, accrochés. Donc vous avez la chaîne. Si vous les anneaux, ça veut dire qu'il n'y aura pas de chaîne. C'est ce qu'on appelle dipolymérisation. C'est-à-dire que les monomères, c'est une polymérisation, alors que si on détache les polymères, c'est dipolymérisation. Donc, les polymères stabilisés par des interactions avec des protéines associées. Donc, c'est-à-dire on va la détailler. C'est-à-dire, quelles sont les conditions de présence ou d'absence d'un microfilament. Les éléments de cytosquelette se localisent dans 3 compartiments cellulaires suivants. Le cytosol, le nucléoplasme et la périphérie de la cellule. Je répète, les cytosquelettes, toutes les protéines de cytosquelette, on les trouve dans le cytosol,
le nucléoplasme et la périphérie de la cellule. Maintenant, on va voir comment se forme un actine, l'élément de base, les microfilaments d'actine. Ok, les hommages, c'est quoi? Voilà, les microfilaments d'actine, les MFA. C'est les plus fines, 8 nanomètres. On va commencer par la polymérisation. C'est-à-dire, pour former l'actine, il faut associer plusieurs monomères. Donc, les microfilaments d'actine, diamètre 8 nanomètres, ou d'actine F, ce qu'on appelle l'actine F. OK? Elle est filamenteuse, mais riche globulaire. F, est filamenteuse. Résulte de la polymérisation de l'actine G, qui est globulaire. L'actine G, où à l'origine, tu as l'actine F. Qu'est-ce que l'actine G? Tu as comme l'actine F. L'actine est l'une des protéines cellulaires les plus abondantes, 1 à 5% de l'ensemble des protéines dans les cellules non musculaires et 20% dans les cellules musculaires. Et vous connaissez déjà que la cellule musculaire contient l'actine, enfin l'actine et myosine. Donc l'actine filamenteuse, voilà, l'actine filamenteuse, l'origine c'est la polymérisation de l'actine G. L'unité de base, c'est voilà, un monomère d'actine G. Actine G, donc polymérisation, c'est-à-dire association de plusieurs unités de actine FG à globule. T'as comme quoi? T'as comme l'actine F, un filament, comme un filament d'actine. Un filament d'actine, il est polarisé. Il est polarisé, ça veut dire une extrémité négative et extrémité positive. OK? Donc j'arrête là. Et la semaine prochaine, bon, un concours le jeudi, Inch'Allah. Un concours le jeudi prochain, le matin. Donc, il est programmé sur la plateforme. Parce que la séance de demain, elle a été modifiée. Hein. Donc, demain, vous n'avez pas une séance de visioconférence. Elle a été changée. Donc, elle a été décalée jeudi. OK? Donc, à jeudi, Inch'Allah.